Sensoscopie, le podcast de l'intelligence sensorielle. Quand on nage avec les requins, mieux vaut ne pas saigner. Des inspirations essentielles pour décoder nos ressentis, comprendre le monde, notre environnement, pour tous ceux qui cultivent l'art de percevoir et bien plus. Restez vivants dans un monde qui peut parfois sembler trop rapide, trop bruyant, trop violent, trop dispersé, insensé. Je suis Emmanuelle Motte, fœtus devenue grand-mère. J'ai souvent mouru et renaquis. J'ai d'abord été costumière pour tisser des fils et des liens avant de franchir la frontière de l'épiderme et découvrir le costume intérieur qui façonne nos rôles. Équipée de 30 ans d'exploration pratique de nos compétences comportementales, ma capacité à interroger le système sensoriel aide tous ceux qui bloquent dans des situations complexes. Merci d'avoir choisi l'audio pour vous extraire des écrans et favoriser une écoute intime et confidentielle. Bienvenue dans ce 29e épisode de Sensoscopie qui s'éveille d'une enfance entre un palais d'Iran tout en or où les couleurs et la chaleur de l'Orient nourrissent les sens et les paysages du nord de la France. Valérie Dedis a façonné une sensibilité singulière, une palette nuancée qui irrigue chacun de ses gestes créatifs. Sa trajectoire met en lumière l'écoute attentive, la curiosité sans fin et cette finesse intuitive qui permettent de cerner, d'inventer et de se réinventer à chaque projet avec audace, élégance et éthique. Un voyage inspirant au cœur d'un univers où mémoire, imagination et métier se mêlent pour créer des œuvres de toute beauté. Installez-vous confortablement ou continuez votre balade, on peut être votre course à pied, à chacun sa manière de se relier à Sensoscopie, mais sans plus attendre, je suis ravie de laisser se présenter mon invité. Je suis Valérie Dedis, je suis designer et graphiste. J'ai créé mon agence en 2008 qui s'appelle IO, I-O-W. IOW. Oui, IO, c'est quoi? À l'époque où je cherchais le nom de mon agence, j'avais fait un mind mapping en écrivant moi au milieu et j'avais fait des petites flèches tout autour avec ce que je savais faire. La feuille est tombée par terre et en la reprenant, hop, ça faisait IO. Donc j'ai appelé mon agence IO. Exactement. Et puis c'est aussi la contraction en anglais de In Other Words, ce qui veut dire en d'autres termes. Donc c'est traduire un peu en images les idées ou les envies. Donc je trouvais que c'était une belle signification. Ah, comme quoi, hein. Voilà. L'inspiration. C'est aujourd'hui c'est l'IA, mais il y a IO au milieu de l'IA. Pas mal. Avant qu'on développe ton super métier, et je dois le dire, Valérie est quand même la créatrice de ma vignette, donc total respect, et je voulais lui rendre hommage en faisant un épisode design, création, et de reprendre ton parcours. Et pour reprendre ton parcours, j'aimerais qu'on revienne sur cette photo, parce que quand je t'ai dit, Valérie, j'aimerais qu'on puisse faire ensemble un épisode de Sensoscopie, tu m'as fait, oh là là! Alors j'ai dit, bon, on va essayer, mais déjà j'aimerais que... Parce que franchement, cette photo que tu as je te retrouvée, parle de cette toi, photo que j'ai ouais. retrouvée. Moi, déjà, où est-ce qu'elle est, cette photo? Alors, elle est au bord de la mer Caspienne, en 71, donc j'avais 6 ans. On habitait à l'époque en Iran. Mon papa habitait là, enfin, on habitait là-bas parce que mon père travaillait, a développé une usine. Et nous avons passé 4 ans en Iran. Tu te souviens de l'ambiance de l'époque? Parce que l'Iran, en 71, c'est pas l'Iran d'aujourd'hui. Il me revient vraiment un aspect très, très sensitif sur la chaleur, la moiteur, les odeurs et un cadre de vie de soleil. Et on a passé 4 années là-bas, absolument Tu es génial. restée jusqu'à quel âge? Je suis restée jusqu'à mes 8 ans, je crois. Et tu avais des copains? Vous allez à l'école où? Oui, on allait au lycée Razi. C'était le lycée franco-iranien, international même, je crois. Donc tous les enfants qui venaient de l'étranger et une bonne partie des enfants iraniens de Téhéran venaient dans ce lycée-là.
C'était le lycée international. Donc, tu avais des copains qui t'invitaient au goûter chez tes petits copains de l'époque? Oui, et j'avais la chance d'avoir le fils du chat dans ma classe. Ah, carrément. Oui, Mais non. Ali Reza. Tu t'en souviens? Je m'en souviens très bien. Donc, tu as été invitée chez le chat d'Iran? Oui, j'ai été invitée plusieurs fois chez lui. Et le chat n'était jamais là, mais... Parce que le chat était loin, les souris pouvaient danser. Et nous avons fait des goûters d'anniversaire et c'était absolument incroyable. C'était un conte de fées à chaque fois. C'est vrai? C'était quel genre? alors, genre, il y avait une salle de projection pour avoir les projections des films de Walt Disney. Donc, il y avait une immense salle. Alors, j'étais petite, donc ça me paraissait très, très grand. Il y avait des Walt Disney, on ne les avait pas. Nous, on n'avait pas de cassettes, on n'avait pas de vidéo, rien du tout. Donc, ils avaient des projections privées des films de Walt Disney. Juste un cinéma pour eux, donc c'était extraordinaire. Il était venu une fois à la maison, je l'avais invité et il avait réussi à venir pour mon anniversaire à la maison. Bien évidemment, il est arrivé avec son service de sécurité et sa nounou. Et on a passé un moment génial, mais c'était compliqué pour eux d'avoir une vie normale avec des enfants, avec des goûters d'anniversaire, parce que c'était juste protocolairement compliqué. Mais j'avais des étoiles dans les yeux et c'était. Et toi, enfant, tu te souviens comment tu percevais ça, ce monde-là, ce monde un peu différent, du coup C'était la princesse, oui, j'avais l'impression d'avoir une vie de princesse quand j'arrivais chez eux. C'est vrai qu'un palais, le palais du roi, il y avait de l'or partout, tout était bien vert, bien entretenu, il y avait du personnel partout, des gens très gentils, et c'était un cadre de vie que j'avais jamais vu autre part. C'était un peu la démesure par rapport à nous, ce qu'on pouvait connaître. Moi, j'arrive du nord de la France, il faisait toujours pluvieux, et on déboule dans un endroit où il y a de l'or, il y a des jardins entretenus, il y a une espèce de paix, de paix régnante dans un monde à part. dans ce palais, avec des grilles en or. Un jour, je me suis enfermée dans les toilettes. Et pourquoi tu t'es enfermée? J'ai pas fait exprès, j'arrivais plus à ouvrir la porte. Et je savais plus comment faire, et je suis montée sur les toilettes où il y avait de l'or dessus, sur la lunette des toilettes, et je criais « Au secours, au secours, venez me délivrer !» Et je tenais des barreaux qui donnaient sur l'entrée, et je n'osais pas crier parce que j'avais peur je sais pas, qu'on ait l'impression que j'étais prisonnière. Pas du tout, j'avais juste pas trouvé la manière d'ouvrir la porte. Et il y avait de l'or partout. Il y a quelqu'un qui est venu te délivrer? Qui m'a délivrée. Tu avais joué à la Reine des Neiges avant même Exactement. que le Disney en Exactement. Donc voilà, il y avait une sensation de distance parce que je savais que c'était pas mon monde, bien sûr, mais en même temps, j'étais tellement heureuse d'être là et je me sentais tellement privilégiée que c'est des moments qui m'ont vraiment marquée. Petite fille, c'était un monde à part. J'ai dû faire des rêves à cette époque-ci, que j'étais tu sens princesse. Que cette époque, du coup, c'est l'époque de la photo, tu as choisi cette photo et tu sens que ça a imprimé fortement quand même. Oui, bah oui, 4 ans de ta vie quand tu es enfant à vivre dans un pays étranger. D'abord, tu comprends comment te tenir dans un pays dans lequel tu es invité. Donc, tu fais attention, il y a des codes du pays, tu les respectes, tu essayes de faire en sorte de ne pas créer de problèmes, tu respectes. Tu es vraiment à la découverte des autres et à l'écoute des autres. Et quand on te dit comment te comporter, tu l'écoutes, que ce soit à l'école ou à la maison ou dans la rue. On avait des codes particuliers. On ne pouvait pas s'habiller comme on voulait. De temps en temps, on sortait, on se mettait un tchador pour montrer que on était heureux d'être là et d'être comme tout le monde. Donc, c'était... c'est un grand souvenir émotionnel d'avoir vécu en Iran à cette époque-là. Je pense que ça t'a donné le goût pour un certain esthétisme ou ça t'a
Ah ouvert ouais. l'esprit sur les cultures du monde ou tu penses que Ouais. ça a ancré quelque Ouais, chose? partout où tu vas, les marchés dans lesquels tu allais, il y avait quand même du bois sculpté, il y avait du bois verni, il y a l'odeur de ce vernis sur les petits miroirs qu'on achetait. C'était des tout petits trucs qui étaient peints absolument magnifiquement, avec un vernis un peu tout frais, ça sentait le vernis. Tu vas ensuite chercher des poteries avec ce bleu-vert absolument incroyable. Perse, c'est resté une de mes couleurs favorites, ce bleu, Ah ouais. ce C'est-à-dire bleu-vert. Les tapis, les gabés, enfin avec toutes ces couleurs magnifiques, c'est resté des palettes dans ma tête. et quand tu rentres en France, tu as t'as la nostalgie de cette vie-là ou Non, non? C'est non. OK, Ouais, ouais. À l'époque, on faisait beaucoup d'allers-retours, donc ça nous arrivait de temps en temps de passer 3 mois en Iran et de revenir dans le nord de la France pendant 3 mois. Donc après, on était une famille avec 4 enfants, donc on était bien avec nos frères et sœurs. C'est vrai que quand tu changes d'école tout le temps, c'est un peu compliqué d'avoir des amis qui sont fidèles, parce que si tu n'es pas là pendant 3 mois, les amis t'oublient. Mais on avait un cercle familial qui était solide et on se marrait bien en famille. Mmh. Puis on avait toujours plein de copains autour de nous, donc ça c'était chouette. On Tu découvre restes des courriel. nouvelles, voilà, on avait notre maison dans le nord et on faisait, voilà, on jouait différemment, on jouait avec des bouts de ficelle et je créais des chaussures pour ma sœur. Tu créais des chaussures pour ta sœur. Donc tu étais déjà une créative dès petite, Ouais, dès parce cet qu'en âge-là? fait, j'avais très envie d'avoir des tongs, des jolis tongs, et maman me disait: «Mais non, ça tient pas aux pieds, c'est nul pour les petites filles, c'est nul». Bon, et alors du coup, j'en ai créé pour ma petite sœur. Donc j'ai pris des morceaux de bois que j'ai capitonné avec du coton et avec un petit tissu. J'ai cloué le tissu dessus, puis après j'ai fait une petite sangle par devant. Et puis je les ai donnés à ma sœur pour qu'elle se promène avec. Donc elle s'était mis une jolie robe et j'étais hyper fière de moi. C'était ma première paire de chaussures. J'avais 8 ans, je pense, à Ah l'époque. ouais. Mais à quel moment tu décides que ça devienne une profession? Comment ça se dessine, ce parcours? À quel moment ça peut devenir un métier? J'ai toujours fait beaucoup de choses avec mes mains, toujours. Bon, outre un peu de piano, de la danse, mais j'ai toujours créé des choses avec mes mains, dessiné beaucoup. J'ai été inscrite dans un club photo quand j'étais de retour en France. Là, c'était un peu plus âgé, enfin, j'avais 15-16 ans, en club photo, donc on apprenait les tirages argentiques. Et tout ça, ça me faisait vibrer. C'était des choses, l'école, bon, OK, j'étais, moyenne, mais franchement, les cours de TME, ça s'appelait à l'époque, travaux manuels éducatifs, c'était génial. Je me souviens d'un cours que j'avais eu à 11 ans dans un lycée, expérimental, où on nous avait fait faire une lampe à 11 ans, et donc c'était du cartonnage avec du carton. On faisait des trous dans le carton et on mettait, des rhodoïdes pour laisser passer la lumière, avec des petites fenêtres de toutes les couleurs. Et ça, j'avais créé une lampe à 11 ans, j'étais hyper fière. Et donc ça, c'est des choses qui m'avaient marquée en fait. Tout ce que j'avais pu créer de mes mains, ça m'avait vraiment marquée. Et quand après le bac, il a fallu choisir une voie, naturellement, je suis partie dans un atelier de création et pour pouvoir après rentrer dans une école de design. Parce que le design, en fait, permettait de faire du dessin, mais d'avoir aussi un contact avec la matière, la couleur. Et tout ce que ça pouvait toucher m'intéressait et ça me parlait. Je me voyais pas du tout faire une école de droit. D'ailleurs, j'en ai jamais fait de droit, mais ça, vraiment, tout ce qui était autour de la matière. J'ai encore une boîte de crayons de couleur que j'avais achetée aux États-Unis à 18 ans, que j'ai toujours. Et voilà, c'est quelque chose qui m'avait. Qui te parlait. Ouais, j'avais l'impression d'avoir une petite voix qui te disait: mais c'est ça que tu aimes faire, c'est ça que tu aimes faire. Donc, essaye de trouver un truc qui soit un peu un compromis entre. Alors, une école de design industriel, c'était quand même. Ça faisait bien sur le papier aussi, parce que c'était une vraie école avec un vrai diplôme, et en même temps, tu apprenais à te servir de tout ce que tu savais déjà faire, en tout cas tout ce que tu aimais faire, donc tout ce que j'aimais faire. Et c'était des années géniales, des années d'étudiant, tu travailles jour et nuit, c'est formidable, et tu touches vraiment à beaucoup de choses. Cette école de design industriel, elle était où?
Elle était rue du Bourg-Thibourg, ça s'appelait École supérieure de design industriel, qui s'appelle maintenant Créapôle. Et c'était rue du Bourg-Thibourg à l'époque, donc dans le Marais, et à côté du BHV. Et maintenant, c'est rue de Rivoli, je crois. Voilà, ça a été racheté il y a peut-être une quinzaine d'années. Et c'était vraiment des études géniales. Et c'était un sacrifice aussi pour les parents. Donc, il fallait pas que je me laisse aller et que je n'aille pas jusqu'au bout. Donc, non, ça m'a vraiment beaucoup plu. J'ai travaillé en même temps dans une agence de pub où j'avais monté un département où je faisais de l'objet pour les entreprises. Donc, on faisait des goodies. Des goodies. À l'époque, c'était le début des goodies. Donc, on faisait des porte-clés, on faisait des trophées. Et je m'occupais du dessin jusqu'à la fabrication. Et ça, c'était pendant mes études. Donc, j'étais, je crois que je devais avoir 18 ou 20 ans. Ouais, ça fait un bon terrain d'expérience. Oui. Tous ces petits stages ont été très formateurs. Et tu as bossé dès en sortant ou tu as fait comment? Oui, j'ai bossé pour l'atelier de création de la Redoute en sortant de mon école pendant une bonne année. Ensuite, je suis partie dans une agence de design global. J'ai travaillé là-bas pendant 1 an. Et après, je me suis mise à mon compte. Donc, assez rapidement à mon compte, en fait. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es mise à ton compte? J'avais l'opportunité de partager le bureau avec quelqu'un et je me suis dit, tiens, c'est un rêve de me mettre à mon compte. J'étais peut-être un peu jeune, mais en fait, voilà, si tu le sens que... j'étais assez contente de pouvoir me dire, bah, tiens, tu vas être à ton compte. À l'époque, c'était pas aussi facile qu'aujourd'hui. Et je me suis mise à mon compte le 2 janvier. Le 3 janvier, j'étais enceinte. Ah ouais, c'était vraiment... Voilà, c'était pas calculé. Hein. Donc, puis à l'époque, il n'y avait pas d'indemnité. Donc, tu bosses, tu es payé si tu bosses. Et si tu bosses pas, tu n'es pas payé. Donc, ce n'était pas un calcul très rentable, on va dire. Mais depuis ce temps-là, je suis à mon compte et c'est top. Et les projets qui te m'émoustillent le plus ou qui te portent le plus? J'ai travaillé pour des agences au début. J'ai travaillé donc comme roue de secours pour certaines agences quand ils étaient débordés. Et c'était à l'époque où le Macintosh venait d'arriver, le premier Mac. Et un jour, dans une agence, on m'a dit, bon, il y a un projet là à faire sur des couches culottes. Il faut le faire sur Illustrator et c'est pour dans 15 jours. Pas de problème. Je venais d'acheter Illustrator, j'avais un Mac tout neuf et je n'avais aucune formation sur Illustrator, bien sûr. Donc tu prends et tu prends le bouquin, parce qu'à l'époque, il y avait le bouquin. Tu prends le bouquin qui fait genre 400 pages d'Illustrator et tu te fais toutes les pages du bouquin pour apprendre à utiliser Illustrator. Et après, tu rends ton projet sur Illustrator et tu fais « ça y est, done, ticket the box ». C'est ça. Voilà. Et en fait, ça a toujours été comme ça. La formation formation continue, c'est toujours par toi-même. Ça, c'est un peu la difficulté quand tu es à ton compte, c'est qu'il faut travailler et en même temps, il faut te former. Maintenant, c'est un peu différent parce qu'on a des budgets formation, ce qu'il n'y avait pas du tout à l'époque. À l'époque, tu achetais le bouquin et puis tu te débrouillais. Donc, non, c'est bien. Il y a vraiment beaucoup de progrès pour les... Donc, il y a eu Illustrator qui a été un tournant de pratique, on va dire, qui a changé quand même les usages et les pratiques de la présentation de design. Il y en a eu d'autres? Déjà l'ordi, parce que moi j'ai commencé à travailler, il n'y avait pas d'ordi, donc tu faisais ta photo. J'ai l'air d'être un ancêtre. Et tu faisais ta photocomposition avec des photocompositeurs. Tu disais, je voudrais un texte qui soit justifié sur tant de centimètres, avec telle police, avec tel interlettrage, tel interlignage, etc. Et tu recevais ton typon que tu payais un prix fou. Et puis si tu t'étais trompé dans ton interlignage, il fallait que tu recommences tout. Donc, c'était... Voilà, quand on dit que l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est un outil, c'est vrai que c'est pareil que l'ordi quand on a commencé avec un Macintosh. Ouais. C'est une révolution qui a tellement facilité notre travail. Ça a révolutionné notre travail à l'époque, mais on ne s'en souvient plus. Mais aujourd'hui, ceux qui n'ont connu que les ordinateurs ne savent pas ce que c'était que d'avoir de la photocomposition, limite avec des lettres en bois pour composer un texte. Donc, c'est... C'est clair. C'est vrai que ça a été hyper rapide. Entre Illustrator, le Macintosh et l'IA aujourd'hui, il y a eu un intermédiaire, il y a eu d'autres apprentissages entre les deux qui ont changé, toi, ta façon de travailler?
bah, il y a tout, oui, il y a toute la com sur, non, des grosses révolutions comme ça, c'est vraiment les 2 seuls. Après, tout est beaucoup l'information arrive beaucoup plus facilement. Au début, on avait des difficultés à obtenir de l'information. On a eu les premières Livebox de Wanadoo, où c'était compliqué, mais ça balbutiait. Après, quand on est parti habiter au Maroc, j'étais en télétravail à ce moment-là, mais on avait une bande passante qui était quand même pas terrible. Donc, il n'y avait pas toutes les réunions téléphoniques qu'il y a maintenant. Les visios, tout ça, ça n'existe pas. Donc, télétravailler à l'époque, c'était possible, mais avec une certaine limite et une certaine lenteur. Aujourd'hui, tout est beaucoup plus rapide avec les travers que ça peut avoir aussi. Tu fais une maquette, c'est pratiquement le truc définitif. Donc, tu fais une maquette pour présenter un projet, paf, ça part direct en impression et tu te dis, ben, où sont les étapes de validation? Ben non, il n'y en a plus. Et du coup, toi, dans ta façon de travailler, est-ce que ta sensibilité, ton plaisir de faire ce métier, et du coup, comment ça s'organise que ça reste Est-ce que ça reste un plaisir, en tout cas? Oui, voilà. c'est certain. C'est-à-dire comment utiliser les nouveaux outils, type IA par exemple, de façon à ce que les étapes qui pouvaient paraître laborieuses, mais qui en même temps étaient une époque, dans un contexte où tout le monde était logé à la même enseigne. Maintenant, tout le monde est logé à la même enseigne, des réseaux, des influenceurs, des designers qui en 3 clics sont designers sans avoir même fait d'école, parce que avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, tu peux faire n'importe quel logo, n'importe qui peut aller sur Canva ou sur des sites spécialisés dans les logos. Voilà. Dans les logos, hein, tu dis, tu donnes le nom, la couleur que tu veux, le style de picto ou de dessin que tu veux, et ça te sort 25 pages de logo, et puis après tu choisis. Donc comment un designer comme toi peut continuer avec tous ces outils et toute cette abondance d'autonomie, arriver à garder une place et une valeur ajoutée pour tes clients? Alors d'abord, personnellement, moi, il faut que j'y trouve un intérêt, que ce soit sur la relation qu'on a avec un client, chose qui est importante et qui est compliquée d'avoir avec l'IA. La relation qu'on a avec un client, la thématique, l'intérêt personnel, c'est assez bizarre de dire ça, mais l'intérêt que je vois à travailler pour tel ou tel projet, est-ce que ça va m'apporter quelque chose? Est-ce que je vais découvrir quelque chose dans cette thématique? Et est-ce que le travail qu'on me demande de faire m'intéresse? Et après, si on se place du côté client, est-ce que je vais pouvoir leur apporter quelque chose? Et plus encore que ce qu'ils n'ont envie d'avoir. Donc, à partir du moment où j'ai des réponses un peu positives dans tous ces petits crans-là, oui, c'est un intérêt, donc j'y vais. Que ce soit de l'industrie, que ce soit du parfum, que ce soit... Si j'y vois un intérêt, que je vois que ça peut matcher et que ce que j'aime, ça peut aussi plaire aux clients, bah oui, allons-y ensemble et essayons d'aller chercher... tirer les petits fils chez le client pour essayer en tirant ces petits fils, de faire émerger ce qui va leur permettre de communiquer sur leur marque ou de faire émerger de leur marque. Moi, je vais pas leur faire quelque chose qui sera complètement déconnecté de ce qu'ils ont à dire sur eux ou sur leur marque. Ce qui me paraît important de comprendre de la marque. Donc, et cette compréhension-là, ce point de sur-mesure-là, peut pas être fait uniquement avec de l'intelligence artificielle, ou par exemple, j'imagine une marque qui dirait, voilà, on est une marque comme ci, comme ça, on a besoin de ça, ça, ça. Est-ce qu'on peut interroger et avec un exécutant et le prompter une IA là, est-ce qu'on peut avoir ce même genre de profondeur aujourd'hui? On peut avoir des réponses graphiques.
elles peuvent être pertinentes, mais on a besoin, enfin moi en tout cas, j'ai besoin d'aller voir les gens, voir ce qu'ils font, comment ils le font. Il y a un côté un peu éthique sur ce qu'ils font et comment ils le font qui me paraît important. Les trucs faux, j'y arrive pas. T'as l'impression C'est vrai que tu as une espèce de barrière quand tu vois pas le client, que tu restes vraiment uniquement devant un ordi. Tu peux faire dire un peu n'importe quoi, ce que tu veux en tout cas, d'une marque, etc. Il y a des marques toutes petites qui ont des sites absolument mirobolants et en fait, il y a rien derrière, c'est une coquille vide. Et il y a des gens au contraire qui ont énormément de choses à dire, qui ne le mettent pas en valeur. Et c'est dommage, ils ont un savoir-faire, et ils font de l'objet qui est pas très moderne. Et c'est dommage parce que en fait, s'il y avait voilà une petite intervention graphique ou de design produit, ça tout de suite ça permettrait de mettre en valeur leur savoir-faire. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait un peu de connaissance de l'un et de l'autre, qui va faire que la marque est top par rapport à une marque un peu factice. Donc le relationnel et l'intelligence relationnelle est en empathie vis-à-vis du client est fondamental. Moi j'ai besoin de ça. J'ai besoin de voir comment les clients parlent de leur métier, de ce qu'ils font. Est-ce qu'ils y croient? Est-ce qu'ils y croient pas? Est-ce que c'est purement lié à un compte d'exploitation, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu plus éthique et un peu plus personnel et Par vrai? exemple de marques sur lesquelles tu aurais travaillé et de souligner ce que tu dis qui est hyper important, je trouve. Tu vois, Oui, bah, j'avais commencé à travailler pour une revue avec un groupe qui avait des envies de livres, etc. Et en fait, ils n'avaient pas du tout, on s'était pas vu avant de commencer le travail. Ils n'ont pas du tout les mêmes valeurs. Ce qu'ils aiment bien, j'aime pas, et ce que moi j'aime, ils sont pas du tout sensibles. Quand leur dit qu'on va mettre un beau papier parce que ça va justement servir leurs propos, qu'on va faire, c'est des choses avec lesquelles ils n'étaient pas réceptifs. Donc c'est très compliqué. On est allé jusqu'à une première phase et après ça s'est arrêté, mais c'est très frustrant. Et en fait, je me dis toujours, j'aurais dû aller les écouter avant, les faire parler plus avant de commencer. Mais bon, il y avait de la distance et c'était pas très facile de le faire. Et c'était des gens qui n'avaient pas forcément le temps, mais c'est très frustrant. C'est-à-dire qu'en tant que designer, l'étape de l'écoute, l'étape de l'empathie totale pour être au service au mieux de la demande de ton client est OK sur certaines mesures, mais aussi il faut que ça réponde, toi, à ton esthétisme, ton éthique. Et c'est toujours la frontière à trouver entre t'adapter à la demande d'un client, si j'ai bien compris, et en même temps l'emmener dans quelque chose qui, selon ton point de vue, va améliorer son image. Si c'est pour répondre pile poil à ce qu'ils m'ont demandé, j'ai pas tellement d'intérêt à être là. En revanche, si on peut les emmener un peu plus loin, leur proposer d'autres contenants, d'autres matières, d'autres techniques d'impression, oui, ça a un intérêt. Et maintenant, on est là aussi pour leur apporter des solutions techniques qui va leur permettre soit de faire des économies, soit de passer dans un registre un peu plus sensitif et sensoriel, justement. Donc voilà, il faut toujours essayer de se dire qu'est-ce que j'ai apporté dans ce projet-là. Parce que si on n'apporte pas ni une typo différente, ni un regard différent sur un trophée par exemple, il faut essayer de comprendre ce qu'ils veulent et en même temps essayer d'apporter sa patte, d'apporter quelque chose qui va les exciter un peu, dans la mesure où c'est quelque chose ils vont se dire ouais, chouette, ça va être sympa, ça va être bien. Donc de l'épaisseur et du sens. Ouais, c'est mon travail, quoi. C'est répondre à une question, mais en essayant toujours d'avoir
une réponse enrichie avec mon expérience de graphiste, de designer et penser un petit peu différemment pour apporter un peu de nouveauté pour eux aussi. C'est casse-pied de refaire toujours la même chose. Bien Donc, sûr. d'ailleurs, moi, j'ai pas beaucoup de thématiques. Récurrentes. Ouais, j'ai pas beaucoup de récurrences, donc je saute d'un livre. Je peux passer d'une revue de luxe à du packaging pour des compléments alimentaires. Je travaille pour une personne qui développe des produits pour cheveux aussi. Je travaille pour des trophées. Donc là, on est dans du métal. C'est des matières qui sont complètement différentes. Mais après, la couleur, la façon de les travailler, c'est ça qui m'intéresse moi aussi. C'est de trouver la bonne solution pour la bonne problématique. Ouais, ce qui va soutenir le mieux et ouais, mettre en. Comment dire? C'est du packaging en fait. Que ce soit même d'une idée ou d'un produit ou Ouais, de l'identité. ouais, l'identité, ouais. Tu travailles des couleurs, tu travailles des palettes de couleurs, tu travailles des tracés. Quand j'ai travaillé pour un musée en Afrique, on a fait faire la typographie, je voulais pas qu'elle soit trop régulière. J'ai fait faire une typographie par une jeune artiste qui est graveur sur lino. Et elle a fait une magnifique typographie sur le lino et on l'a utilisé pour ce logo. Et ça, c'est bien parce qu'on Quand tu dis s'enrichit. lino, La linogravure, donc c'est vraiment, tu graves dans du lino. Tu du mets, lino, la matière. ah ouais, Ah ouais, la ok, matière, là, d'accord. c'est vraiment la linogravure, tu Ok, graves dedans, d'accord. et puis tu mets de l'encre après de sérigraphie, enfin de l'encre de linogravure d'ailleurs, et puis tu la passes sous une presse et Ah, et ça te fait une empreinte. ouais, exactement. Et Génial. donc bon, voilà, ça c'est intéressant aussi, et ça a de la matière, ça a du sens, ça a donné un résultat très un peu terreux et un peu irrégulier, qui apporte beaucoup au logo. Et si c'est pour prendre une typographie qui existe aujourd'hui dans le commerce un peu irrégulière, eh ben c'est moins intéressant, et pour moi et pour le client. C'est clair. Donc maintenant, on a énormément de possibilités. Il existe quand même sur le marché énormément d'outils qui te permettent d'aller vite. Ça va vite. Tu peux avoir des réponses où tu as besoin d'aller très très vite, donc tu prends des choses qui existent. Mais si tu as le temps et si tu as un client réceptif, tu peux aussi prendre le temps de faire travailler un artiste et de faire un assemblage comme ça de plusieurs Pièce unique. pièces qui va composer vraiment une identité ou un packaging ou un document imprimé ou un bouquin qui soit complètement unique. C'est ça qui est chouette. Autre chose à partager, Valérie, Oui, sur alors j'ai travaillé pour une agence d'information en Afrique, au Congo-Brazzaville, et on a commencé à l'origine par faire un petit journal qui était, donc on faisait imprimer en France, un journal qui était mensuel. Ensuite, c'est passé à un hebdomadaire, et puis un jour, ils m'ont dit, bah, ça serait quand même bien qu'on puisse imprimer nous-mêmes nos journaux. Donc, on a eu 2 travaux absolument exceptionnels là-dessus. C'était de monter une agence d'information dans le pays, donc à Brazzaville. Donc, on a mis en place au sein de la rédaction, qui était à l'origine une rédaction très classique, papier, etc., avec des journalistes, on a mis en place une plateforme d'information dans laquelle les journalistes allaient directement mettre leur texte dans ce système d'information. Et progressivement, c'est devenu un PDF mis en ligne automatiquement. Les graphistes sur place et les journalistes ont énormément travaillé, et le but, c'était qu'ils deviennent autonomes. Donc, moi, je suis allée là-bas les former sur les logiciels que j'utilisais moi en France, et je suis allée plusieurs fois les former. Et aujourd'hui, ils sont totalement autonomes et ils travaillent hyper bien. Donc, c'est extrêmement réjouissant. Et puis, un jour, ils nous ont demandé d'installer une rotative chez eux. Donc, une rotative, ça veut dire les grosses machines. les grosses presses pour pouvoir sortir le journal en PDF tous les jours. Bon, ça, on l'avait déjà, mais en papier tous les jours, sur place. Un quotidien, quoi. Un quotidien. Donc, Et ils n'avaient rien.
Non, ils avaient que des machines feuilles. Donc les machines feuilles, il y a un temps de réactivité qui est long. Pour imprimer, c'est pas hyper rapide. Donc, et pour un quotidien, tu es obligé d'avoir une presse rotative. Donc, on s'est mis en quête d'une rotative d'occasion, bien sûr, qu'on pourrait démonter en France et l'amener là-bas. Donc tu t'es mis en quête juste d'une rotative Une entre 2 rotative biberons. Voilà, de 24 mètres. Donc, on a fait des études de marché avec ce qui existait et puis ce qui n'était pas trop fragile. On a cherché pendant 1 an, on a trouvé une grosse machine qui n'était pas fragile, qui pouvait fonctionner dans un pays avec beaucoup d'humidité et pas trop d'électronique non plus, parce que l'électronique, on sait que ça tient pas forcément hyper bien. Enfin, en tout cas, puis que ça soit réparé facilement aussi. Il fallait qu'on puisse trouver des pièces détachées. Donc, on a trouvé une rotative en France, du côté de Marseille. On l'a fait démonter, donc avec un protocole particulier. Il y avait bien sûr 2 personnes qui étaient là pour assister au démontage, des gens qui connaissent parfaitement la machine, hein, des gens qui ont travaillé sur les machines pendant des années, donc qui ont assisté au démontage, qui sont partis avec et qui ont assisté au remontage. Donc cette machine de 24 mètres quand même, il fallait couler une dalle de béton suffisamment solide pour la recevoir, surtout qu'il y avait des vibrations parce qu'il y avait une gare pas très loin. Donc, il y avait tout un tas de modifications techniques à faire sur place avant d'arriver. Et puis, c'est quand même, ça part en 5 containers sur des bateaux, c'est malmené, ça arrive à Pointe-Noire. Après, à Pointe-Noire, c'est mis sur des camions ou sur le train, je crois que c'était sur le train, et ça part jusqu'à Brazzaville. Donc, c'est une sacrée épopée. Et ensuite, c'est remonté. Il faut que ça soit remonté, bien évidemment. Il faut que ça fonctionne. Ça a fonctionné. Toi, dans ces cas-là, tu es sur place en tant que mécanicienne pour chef de chantier? Non. Tu gères tout à distance? Non, j'ai géré, je suis allée sur place, bien sûr, mais là, pour cette partie technique, je n'étais pas compétente pour toute la partie technique. En revanche, j'ai rassemblé tous les éléments, on a fait en sorte que ce soit faisable, et on a un peu adapté aussi la maquette du journal, parce que comme voilà, on avait des formats particuliers, on a adapté un petit peu le modèle du journal, et puis au bout d'un mois ou 2, ils étaient complètement autonomes pour sortir leur quotidien. Donc ça, c'est marrant génial. parce que c'est un projet qui a vraiment la dimension industrielle. Quand tu parlais du design industriel, ça va aussi jusque-là, en fait. Oui. Mais je pense que j'aurais pas pu le faire, ça, si j'avais pas la dimension industrielle que j'ai eue en faisant cette école très pragmatique. Les réalités de terrain, des matières, des contraintes, gérer des contraintes, pas avoir que des idées inapplicables à la limite. C'est clair. Et là, c'est vraiment c'est un peu des projets hors normes pour moi, en tout cas. C'est des projets hors normes, mais qui sont vraiment toujours liés à mon travail de designer et de graphisme. Et c'est vraiment c'est des opportunités. Quand on te parle d'un projet comme ça, tu te dis waouh, est-ce que je peux leur apporter quelque chose? Ben oui, oui. Et est-ce que tu es capable de le faire? Ben, pas toute seule, parce qu'on crée des équipes, mais oui, bien sûr. Et bien, un autre projet hors norme et très inattendu également, c'était la réalisation de la crèche à Notre-Dame de Paris en 2001. Donc on a été amené à le faire plusieurs fois, peut-être une dizaine de fois. On avait un brief qui était on a des personnages existants, il faudrait une scénographie digne de Notre-Dame, et voilà, on a des personnages nus, donc je suis amenée à chercher une costumière, et j'ai rencontré Emmanuel qui à l'époque 2001. Ah ben on a dû se rencontrer en 2000. Ouais, 2000. Et la première, peut-être en 2001. Et donc la première année où on a fait la crèche, c'était en 2001. Et donc on a présenté plusieurs projets aux chanoines de Notre-Dame.
De Et 15 nationalités différentes. et on a travaillé ensemble et voilà, la première année était un projet assez ambitieux quand Ouais. même. On a suspendu, on a travaillé avec un artiste, sculpteur, et il nous avait fait des énormes anges, Ouais. qu'on a suspendus dans la cathédrale pour créer un chemin jusqu'au bas-relief, de la Nativité, en dessous duquel on avait décidé d'installer, la crèche. Et donc la crèche, on s'est mis devant ce bas-relief et c'était un espace qui faisait à peu près 60 mètres carrés, je pense. Ouais. Et donc, je t'ai connue là, Emmanuelle, et toi, tu étais costumière, et tu as travaillé avec des costumes, tu as été chercher des Et tu te tissus souviens, ouais, qui étaient des... des anciens rideaux du théâtre de l'Odéon, Ah bah voilà. la tenue de communion de mon père. J'ai utilisé que des vieux tissus, je me souviens, parce que mon point à l'époque, c'était d'avoir déjà des tissus qui ont une patine, parce que je trouve que faire des Ouais. patines artificielles, ça rend jamais. Donc on faisait le vintage de l'époque, c'était de trouver des matières. Mais surtout, je ne sais pas si tu te souviens, mais à l'époque, je donnais des cours de couture dans un Oui. centre de réinsertion à Gennevilliers-Port, Ouais. donc à côté de l'A86. Mm. Et il- donc c'était génial parce qu'on avait un énorme atelier avec des machines, plein de machines, puisque j'étais censée donner des cours, donc je montrais comment réparer les machines, comment les régler. J'étais censée mettre des gens en réinsertion professionnelle, et particulièrement des femmes qui parlaient pas forcément français et qui avaient du mal à trouver du travail. Et donc, elles avaient 3 jours de français langue étrangère et 2 jours de remise à niveau métier. Et ces femmes-là, quand on leur demande qu'est-ce que vous savez faire, c'est la couture, souvent qui sort dans n'importe quel pays du monde. À l'époque, c'était la couture. Et donc, c'était de les former à la retouche, à l'ameublement, des choses comme ça. Et ce qui était drôle, c'est que quand tu m'as proposé ce projet, ben, du coup, j'avais cet atelier pour pouvoir travailler parce que ça représentait quand même les statuettes, elles faisaient à peu près 1 mètre de haut. Je me souviens juste que le dernier soir, je travaillais avec une amie, Florence Laforge, qui m'avait aidée sur ce projet et on était vraiment un binôme. On travaillait beaucoup quand même la nuit parce qu'on avait chacune plusieurs projets en même temps. Et je me souviens être la nuit dans cet atelier et autour, ils faisaient du stock car, c'est-à-dire que ils faisaient des courses de voitures. Ouais, Et donc sous le pont de Gennevilliers. Ouais, exactement. Ouais. Et le soir où on a voulu venir livrer les costumes à Notre-Dame, on n'arrivait plus à sortir parce que ça... Et en fait, on n'arrivait pas à sortir du lieu tellement il y avait les voitures qui faisaient des courses-poursuites. On parle de ça, on est en 2000, donc je ne sais pas comment ça s'est arrangé maintenant, mais à l'époque, c'était quand même assez chaud. Et on est venu livrer à Notre-Dame. Et là, ce qui a été absolument exceptionnel, et je me souviens, c'est qu'on avait les clés de Notre-Dame et des coursives. Alors la clé de Notre-Dame, il faut savoir quand même qu'elle fait à peu près 40 cm. C'est ça, et qu'elle est en de bouillie. longueur. Ouais. Mais c'est quand même un souvenir magique. Et moi, je me souviens monter dans les tours de Notre-Dame, sans se prendre pour Esmeralda, et dans la forêt, dans les bas-reliefs, où on avait nos malles de costumes qui sont maintenant partis en fumée. J'ai pleuré en voyant toutes ces flammes là. Moi aussi, c'était dingo. Mais parce que c'est vrai que le fait d'y avoir travaillé et puis le montage, ça durait plusieurs jours. Oui, chaque fois, on avait environ 15 jours de montage. Hein. Souvent, on faisait venir un éclairagiste, il y avait des ponts lumière, du sable, des matières, des on avait une grosse installation parce qu'en fait, c'était une grosse prod hein, quand même. Il faut savoir que Notre-Dame, c'est géré comme un théâtre. Il y a 250 personnes qui travaillent pour Notre-Dame en permanence. Et il y a environ 1 million de personnes par mois c'est le à l'époque. Le plus visité au monde. Il doit y en avoir plus maintenant. Il nous disait que c'était le lieu le plus visité au monde pendant Noël. Et c'est vrai que pour le coup, on est obligé de mettre des barrières de sécurité parce que quand on montait, et on s'en est rendu compte, la crèche, donc c'est un énorme plateau, les gens y regardaient et c'est un lieu très symbolique, ce bas-relief. C'était le making-of qui les intéressait. C'était ça. Et donc, je me souviens de cette année où on avait fait amener du sable et où il y avait des crottes de souris dans le sable. Et pendant toutes les semaines, j'allais nettoyer les crottes de souris de Notre-Dame pour que le sable reste bien blanc. Et donc, à chaque fois que j'y allais, il y avait des gens qui prenaient en photo. Et aussi, on avait fait une fontaine une année, rappelle-toi, avec un champ de coquelicots. Et les gens jetaient des pièces
Ouais. Comme si c'était un truc miraculeux. Ouais. Pièce que nous avons remis dans les troncs, je tiens à préciser. Et cette première année, c'était l'année des attentats de New York. Et on avait mis un énorme ange sur une urne en plexiglas pour pour les vœux les souhaits et les vœux Oui, de c'était paix en fait de chacun. Et on est venu un jour et tout le monde, tous les gens qui passaient à la cathédrale avaient commencé à écrire des messages de paix sur l'ange, qui était fait avec une toile blanche. Et donc, on s'est retrouvé avec cet ange plein de messages de paix. C'était assez émouvant. C'était assez magique. Et c'était beau, esthétiquement, c'était magnifique. Exactement. Et c'est là où c'est marrant ce que tu dis ça, parce que je pense que... Et c'est touchant qu'on fasse un sensoscopie aujourd'hui, parce que c'était aussi laisser un espace à l'expression d'une sensibilité quand tu es touché. Ouais. Et c'est vrai que des lieux comme ça, qu'on soit religieux ou pas, et quel que soit qu'on on a besoin d'exprimer un ressenti. Ouais. Et c'est vrai que cet espace... Et je pense que s'il avait autant de visiteurs, c'est que les gens ont besoin d'espace pour se reconnecter. Et il accueille indifféremment tout le monde. On l'a vu, on est allé à l'inauguration, d'ailleurs, quand ils ont refait et qu'ils ont réouvert la cathédrale. On est allé ensemble à l'inauguration et on a vu toutes les communautés du monde venir communier. Et je me souviens le discours du prêtre qui a annoncé: si vous ne savez pas, si c'est pas votre culture, si c'est pas vos croyances, vous pouvez quand même venir. C'est ok, on accueille tout le monde, juste vous. Il leur avait donné 2-3 indications. Et je me souviens, nous on était sur le côté et on voyait les gens, et c'était hyper touchant, comme à chacun, parce qu'il y avait quand même des milliers de personnes, il donnait l'indication de... Tout le monde était concerné en fait. Ouais, et je trouve que c'est pas mal de donner quand même des espaces où, au-delà des divisions de croyances, de religions, ça de permet culture, de découvrir. Ça permet de découvrir. Voilà, on peut rester en découverte et en ouverture de la culture de l'autre, la pratique de l'autre. Et ce lieu-là, au-delà du symbole de Notre-Dame, on l'a fait pendant 10-11 ans. Hein. Ouais. Et chaque année, c'était remis en appel d'offres. Exactement, et il fallait trouver des idées différentes. Donc, on faisait un brainstorming, on faisait des dessins, des croquis, des matières, des planches de matériaux. Tu vas sourcer tes éléments à droite à gauche. Et moi, j'étoffais les costumes, je refaisais des personnages. On avait refait des anges, d'ailleurs, je me souviens, avec des plumes de couleur. J'avais fait, puis après, on les a refaits en blanc. Enfin, à chaque fois, j'essayais de... Les costumes de base restaient les mêmes. Les costumes qui avaient été créés pour les personnages... étaient toujours un peu les mêmes. Je me souviens pas avoir c'était vraiment le décor. Par contre, le design et tout le tasséno, elles, on travaillé ensemble pour la faire évoluer, et ça a vraiment été un super projet. En tout cas, moi, ça m'a énormément ouvert sur comment des métiers... Moi, en tout cas, mon métier était assez artisanal, mais comment ça peut devenir aussi un support d'autre chose. Oui, c'est un grand souvenir. Et puis, c'est un lieu hors norme. Donc, quand tu te retrouves à 2h du matin, seul dans cette cathédrale, il se passe des trucs, croyant ou pas, il se passe des trucs, tu te dis, mais c'est incroyable, là. Le lieu est assez porteur, j'avoue. Ouais. C'est vrai. Et puis, quand il n'est pas trop tard, tu as la lumière des bateaux-mouches qui passent dans les rosaces. C'est extraordinaire aussi. Moi, je me souviens être montée sur le toit. Mais on avait marché sur le toit, on avait déambulé sur le toit. Donc, le métier, effectivement... Donc, le métier emmène dans... Et je me suis toujours un peu laissée porter par les projets qui arrivaient aussi. À partir du moment où il y a quelque chose qui me dit oui, ça peut être intéressant, ou en même temps, tu vas prendre du plaisir. C'est très nourrissant. Tu vas prendre du plaisir intellectuellement, tu vas prendre du plaisir. Ça va être des moments tant pour la créa que pour la mise en place. C'est un moment de vie. Tu vas t'en souvenir toute ta vie. Non, mais c'est clair. C'est génial. C'est des métiers passion. C'est génial. Oui, c'est des métiers passion. Et à partir du moment où il y avait un petit truc dans le projet qui me faisait dire, mais si, ça c'est nouveau, tu l'as jamais fait, c'est challengeant, et en même temps c'est hyper satisfaisant de découvrir autre chose. Comment toi tu maintiens cette flamme
sensible, pas comment tu la préserves, mais comment tu vois beaucoup d'expos, tu t'intéresses, tu lis beaucoup, c'est quoi ta pratique? Tu as des routines, tu as des habitudes? Alors, j'aime beaucoup déambuler dans Paris. Ouais, c'est vrai que J'ai de la chance d'habiter Paris et de pouvoir me promener à pied. Donc, je vais voir des expos dès que je peux y aller. Mais c'est vrai que les expos de mode, les expos dans lesquelles tu as des étoffes absolument incroyables, des associations de couleurs. Je prends des photos, ça peut me servir de gamme de couleurs. Je voyage quand je peux dans des capitales européennes. Des expos en Angleterre, c'est pas compliqué. Tout ça, c'est extraordinaire. Et puis j'expérimente, j'essaye des trucs. Et donc tu vas faire un atelier culinaire, tu vas aller faire un atelier Ouais, les mains dans la matière, c'est quand même top. Tu fais beaucoup d'ateliers. J'en fais un depuis pas mal d'années qui est autour de qui est avec la feuille d'or, parce que j'aime bien Ça, c'est l'empreinte des feuilles d'or du chat. Eh ben, tu vois, je me demande si ça vient pas de là. Parce que tu m'as tellement parlé d'or au début et des chiottes en or dans lesquelles tu es resté enfermée. Je me demande si ça vient pas de là, parce que franchement... Tu as une passion pour la feuille d'or. Ouais, je pense. Et en même temps, c'est tellement fragile ce petit truc, et en même temps, ça dure des années et ça ne s'altère jamais. C'est quand même incroyable. La fragilité ne s'altère jamais. Non, mais c'est la pureté. La pureté. Bien. La pureté bien et ça. Signature-là. Hein. Mais c'est la feuille d'or, le moindre courant d'air. Tu bousilles ta feuille d'or et ça devient une miette par terre. Quand tu la poses sur un support, ça dure mais des années et ça ne s'altère pas. Donc c'est absolument. Donc tu fais cet atelier depuis longtemps. Ouais. Et ça, d'abord c'est un bonheur de ne pas être devant un écran. Parce que c'est un métier où tu es beaucoup devant l'écran quand même. Oui, tu es quand même beaucoup devant l'écran. Donc même si je passe quand même la plupart du temps par l'étape papier encore, on crayonnait beaucoup à l'école, aujourd'hui on crayonne plus beaucoup. Tu crayonnes toujours? Oui, toujours. J'ai toujours besoin de carnet, de dessiner. Je fais de la calligraphie aussi, donc les mains dans l'encre. Donc ça c'est génial. Et puis passer 2 heures à faire soit de la calligraphie, soit de l'encre de Chine, ou voilà, ça c'est bien. J'ai fait une sérigraphie aussi l'année dernière. Donc j'avais préparé sur la base d'un poème et d'illustrations une sérigraphie que j'ai fait faire en une dizaine d'exemplaires, et c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré, que je vais certainement continuer. Ouais, ça. Ça c'est vraiment ça mélange aussi. Il faut avoir un peu de temps, et puis ça c'est vraiment une démarche plus artistique. C'est pas pour répondre à un client, ça c'est une démarche plutôt artistique, et j'ai maintenant plus envie d'aller dans une démarche artistique. On est des mémés actives. On se partage des recettes il y en a marre du square. Ouais, c'est ça. Et j'essaie de faire plein de trucs aux petits avec leurs mains d'ailleurs. Hein. Des pliages, des collages, de la pâte à modeler, tout ça. Et quand on voit comment leur sens s'éveille, quand on leur fait faire un truc à la banane, un truc, on leur fait toucher des matières complètement différentes. Tous les bouquins qu'ils font pour les gamins maintenant avec le toucher, c'est extraordinaire. Les trucs qui crissent, qui croisent, ça c'est génial. Ou les peintures à l'éponge, ou des empreintes et tout ça, c'est génial. Il faut avoir un peu le matériel, et puis il ne faut pas avoir peur de s'en mettre partout, mais bon, ça on l'a. Hein. Je trouve ça sympa de transmettre quelque chose qui nous plaît, parce qu'ils sentent aussi que si tu es heureux de le faire, eux ils sont heureux. Et tu pars d'un aliment ou d'un truc carré, et au final tu arrives à autre chose parce que ta main a façonné, que tu pars d'une feuille de papier plate et tu arrives à faire un joli petit poisson en origami. Ça c'est génial aussi. Tous ces gestes, le fait de savoir qu'avec ta main tu peux transformer plein de trucs, c'est top. Dans tout le travail artistique que tu fais, tu as déjà exposé ? Oui, j'ai déjà exposé. Quand j'étais étudiante en design industriel, j'avais conçu un meuble, un tabouret de bar, que j'avais dessiné, que j'avais fait réaliser, que j'avais fait prototyper, que j'avais exposé à l'époque au Salon des artistes décorateurs, au Grand Palais.
Donc, on était 4 étudiants à avoir été sélectionnés, donc j'étais super contente. C'était un formidable projet. Et quelques années plus tard, j'ai participé à une exposition collective sur la lumière et j'avais travaillé sur les longueurs d'onde dans la lumière et j'avais fait imprimer des panneaux avec des encres qui réagissaient différemment en fonction de la longueur d'onde de la lumière qu'on projetait dessus. Ah ouais. Et j'avais fait des études assez poussées chez des fabricants de lumière et de peinture. C'était en général des encres qui étaient utilisées pour les billets de banque, pour anti-falsification, etc., anti-fraude. Et donc, mon projet, c'était d'imprimer avec des encres transparentes sur un support, et en fonction de l'éclairage qu'on projetait dessus, des messages différents qui s'affichaient. Donc, avec des longueurs d'onde différentes, tu avais un message qui ne se voyait pas à l'œil nu, mais qui se révélait avec la lumière et la longueur d'onde que tu envoyais sur ce panneau. Non, quelle matière tu préfères travailler? Alors moi, j'aime beaucoup le bois. Et le papier. Tu n'aimerais pas avoir un atelier de bois? Ce serait toi qui travaillerais le bois? Ah ben si. Si, ça c'est génial. Voilà. Donc ton prochain truc, c'est peut-être d'avoir un atelier. D'avoir un atelier dans lequel je travaillerais le bois et que je dorerais à la feuille derrière. Alors j'ai déjà fait comme ça des chevets, des tables de chevet à partir de troncs que j'ai traités avec les apprêts blancs qu'on met sous la feuille d'or. Je l'avais fait quand j'avais fait mon premier stage d'or à la feuille, il y a probablement 20 ans. Et ces tabourets, je les adore toujours. Enfin, ces chevets, je les adore toujours et ils sont toujours nickel. Et j'avais poncé, j'avais enlevé l'écorce et j'avais travaillé le bois et voilà. Et c'est quelque chose que j'ai adoré faire. Merci Valérie pour toute cette intelligence sensorielle débordante. Ouais. Merci beaucoup de ce partage. Merci Emmanuel. Et voilà, cette aventure sensoscopique se termine. Vous pouvez retrouver Valérie Dedis dans son agence IOW. Eh bien, ce fut une foison de souvenirs précieux qui nous rappellent combien nos expériences, notre sensibilité et nos compétences peuvent se réinventer constamment et enrichir tout ce que nous entreprenons. Le bonheur de cultiver l'art de s'adapter et transmettre joyeusement à nos collègues, amis, enfants et petits-enfants un esprit ouvert et créatif. N'est-ce pas fondamental en ce moment d'être engagé à réenchanter le monde à sa manière? Je vous encourage vivement à éveiller la curiosité et la créativité autour de vous, quel que soit votre domaine et vos talents. Un grand merci pour votre écoute. Sachez que c'est toujours avec grand plaisir que je reçois vos commentaires. Je vous donne rendez-vous le 19 octobre, un épisode enregistré dans un lieu tout à fait exceptionnel au cœur des Cévennes, mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse la surprise avec mon prochain invité. Et d'ici là, restez sensibles.